Août 2025. Désert du Nevada, aux abords de Las Vegas. 300 tas de cendres humaines éparpillées sur le sable. Des restes incinérés, confirmés par les autorités. Et le rapport de police n'a absolument aucun sens. Je m'appelle Sarah Martinez, et depuis 6 mois, je ne peux plus penser à rien d'autre. Un phénomène que les autorités semblent incapables d'expliquer. Je travaille comme enquêtrice indépendante spécialisée dans les anomalies médico-légales, et quand j'ai entendu parler de cette découverte, j'ai cru que c'était juste un autre cas de décharge sauvage. Mais plus je creusais, plus je me rendais compte que quelque chose clochait vraiment. Parce que cette découverte ne devrait pas exister. Littéralement, elle ne devrait pas être possible. Laisse-moi te montrer à quel point ce mystère est profond. En août 2025, les autorités locales du Nevada ont reçu un appel anonyme signalant une zone suspecte dans le désert près de Las Vegas. En arrivant sur les lieux, ils ont trouvé quelque chose qui défiait tout protocole standard de crémation et d'inhumation connu. 300 tas. Je n'exagère pas. Plus de 300 tas individuels de cendres humaines, chacun soigneusement disposés, comme si quelqu'un les avait laissés là de manière délibérée et systématique. Les autorités ont prélevé des échantillons. Les tests l'ont confirmé. C'étaient des restes humains incinérés. Ce n'était pas du sable. Ce n'était pas de la cendre volcanique. Ce n'était pas des restes de feux de camp. C'étaient d'authentiques cendres humaines, les restes incinérés de personnes qui ont un jour vécu, respiré et eu des familles. Et elles étaient là, au milieu du désert, sans aucune explication officielle satisfaisante. Maintenant, voici le truc qu'on ne te dit pas. Quand quelqu'un meurt aux États-Unis, il existe une succession rigoureuse de procédures à suivre. C'est obligatoire, pas de négociation. Si une personne est incinérée, tout est documenté. Certificat de décès. Autorisation légale. Une traçabilité complète qui suit chaque étape depuis le décès jusqu'aux cendres finales. C'est un système conçu précisément pour éviter que de telles choses ne se produisent, pour garantir que chaque défunt soit traité avec dignité et que ses restes soient dûment documentés. Mais voilà le problème. Aucun funérarium n'était impliqué. Aucun. Les autorités ont cherché. Elles ont enquêté auprès des maisons funéraires locales. Elles ont contacté des entreprises de crémation dans tout l'État du Nevada. Elles ont vérifié les registres d'État et fédéraux. Et elles n'ont trouvé aucun lien avec un quelconque établissement funéraire agréé. C'est comme si ces 300 personnes avaient été incinérées et déposées dans le désert, sans passer par aucun des systèmes réglementaires censés être obligatoirement impliqués. Ce n'est pas seulement étrange, c'est impossible. Car la crémation n'est pas quelque chose qui peut se faire discrètement. On ne parle pas d'un feu de camp sur la plage. Une crémation adéquate nécessite des températures extrêmement élevées, supérieures à 1000 degrés Celsius, maintenues pendant plusieurs heures. Cela nécessite un équipement spécialisé, cela nécessite des licences, et cela nécessite de la documentation à chaque étape du processus. Alors, comment 300 personnes ont-elles été incinérées sans laisser la moindre trace documentaire? Je vais le répéter car c'est fondamental pour que tu comprennes l'ampleur de cette contradiction. 300 tas de cendres humaines, confirmés comme étant des restes incinérés, trouvés en août 2025, dans le désert du Nevada, près de Las Vegas, et aucun funérarium impliqué. Zéro documentation, aucune explication officielle qui tienne la route face aux faits. Quand les nouvelles de cette découverte ont commencé à circuler, la réaction initiale des autorités a été de penser à une décharge illégale. Quelqu'un, présumait-on, avait déversé ses cendres dans le désert de manière illicite. Mais plus les enquêteurs analysaient la scène, moins cette explication avait de sens. Car ce n'était pas un déversement aléatoire. Les tas étaient organisés. Il y avait un motif dans la disposition. Ce n'était pas quelqu'un qui vidait des cendres d'un sac. C'était quelqu'un qui avait placé chaque tas de manière délibérée, presque rituelle. Et cela soulève une question encore plus troublante. Si ce n'était pas un rejet aléatoire, si c'était quelque chose de systématique et d'organisé, alors qui était derrière tout ça? Et plus important encore, comment ont-ils réussi à incinérer 300 personnes sans qu'aucun système de régulation ne le détecte? Voici ce que nous savons avec certitude. Nous savons que les cendres sont réelles. Nous savons qu'elles sont humaines. Nous savons qu'elles ont été déposées dans le désert de manière organisée. Nous savons qu'il n'y a aucune trace d'un quelconque funérarium impliqué. Nous savons que cela s'est produit quelque temps avant août 2025. Et nous savons que, selon tous les protocoles standards de crémation et d'inhumation, cela n'aurait tout simplement pas dû arriver. Alors que se passe-t-il ici? Comment 300 personnes ont-elles disparu des systèmes officiels de documentation de décès et de crémation? Et qui avait la capacité,
Les ressources et le motif pour faire une chose pareille? Parce que voyez-vous, une crémation individuelle coûte entre 500 et 3000 dollars aux États-Unis, selon l'État et les services choisis. Si on multiplie ça par 300, on parle d'un coût minimum de 150 000 dollars, potentiellement jusqu'à 900 000 dollars. Ce n'est pas une petite somme. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait par accident ou sans planification. C'est une opération qui nécessite un investissement important, une infrastructure et, surtout, un secret absolu. Et c'est ça qui me tient éveillé la nuit. Si quelqu'un avait les moyens de faire ça, s'il avait la capacité d'incinérer 300 personnes sans laisser de papier, qu'est-ce qu'il fait d'autre? Car s'il a réussi à contourner tous les garde-fous pour ces 300 personnes, combien d'autres cas existent qu'on n'a jamais découverts? Combien d'autres déserts, combien d'autres zones isolées pourraient cacher des découvertes pareilles que personne n'a jamais signalées? Les autorités continuent d'enquêter. 6 mois plus tard, en janvier 2026, l'affaire reste techniquement ouverte. Il y a des théories, il y a des spéculations, mais il n'y a pas de réponse concrète. Et plus le temps passe, plus il devient clair que cette découverte expose quelque chose de bien plus vaste qu'une simple affaire de décharge sauvage. Car ce que cette découverte révèle réellement, ce n'est pas juste l'histoire de 300 tas de cendres dans le désert du Nevada. C'est l'histoire des failles dans les systèmes censés nous protéger. C'est l'histoire de comment une chose qui devrait être impossible est arrivée malgré tout. C'est la différence entre ce que les protocoles officiels dictent et ce qui se passe réellement quand personne ne regarde. Réfléchis une seconde. Chacun d'entre nous, à sa mort, entre dans un système. Un système de certificat de décès, d'autorisation légale, de pompes funèbres certifiées, de crématoriums officiels. Un système censé garantir que nos restes soient traités avec respect et qu'il y ait un dossier permanent. Nous avons confiance en ce système. Nos familles aussi. Mais cette découverte au Nevada prouve que ce système a des brèches assez grosses pour que 300 personnes disparaissent complètement dedans. Et ce n'est pas une théorie du complot. Ce n'est pas de la spéculation sans fondement. Ce sont des faits vérifiés par les autorités. 300 tas de cendres humaines. Août 2025. Désert du Nevada. Aucune documentation. Aucune entreprise de pompes funèbres impliquée. Ce sont des faits tangibles qui exigent une explication. Mais c'est là que ça devient encore plus étrange. Car quand on commence à examiner les protocoles réglementaires qui auraient dû empêcher précisément cette situation, on découvre quelque chose de profondément troublant. On découvre que les systèmes qu'on croit protecteurs ont plus de trous qu'on ne l'imaginait, et que ces brèches ne sont pas des accidents. Elles sont, dans bien des cas, des caractéristiques inhérentes à la façon dont ces systèmes ont été construits. Donc, si aucune entreprise de pompes funèbres n'était dedans, qui l'était? Car quelqu'un a incinéré ces gens. Quelqu'un avait les équipements. Quelqu'un connaissait le boulot. Quelqu'un avait l'argent. Et quelqu'un a choisi le désert du Nevada comme destination finale pour ses restes. Les réponses que nous allons explorer ne sont pas rassurantes. Elles ne sont pas simples. Mais elles sont nécessaires. Car si nous ne nous demandons pas comment cela a pu arriver, si nous n'enquêtons pas sur les contradictions flagrantes entre ce qui devrait être possible et ce qui s'est réellement passé, alors nous ignorons un problème systémique qui pourrait être bien plus répandu que n'importe qui voudrait l'admettre. 300 tas de cendres. 300 vies qui se sont terminées et ont été réduites en poussière. 300 familles qui, très probablement, ne savent même pas que les restes de leurs proches ont été retrouvés dans un désert du Nevada. Car il n'y a aucun document reliant ces cendres à des noms, à des histoires, à des personnes réelles qui ont été aimées et dont on se souviendra. Et le rapport de police? Il a toujours aucun sens. Parce que tant qu'on ne sait pas qui étaient ces personnes, comment elles ont été incinérées, et pourquoi elles ont été jetées dans le désert comme ça, on n'a pas d'explication cohérente. Juste une découverte inexplicable qui contredit tous les protocoles censés être en place. Mais voici ce que je vous promets. Nous allons enquêter ensemble. Nous allons examiner les protocoles qui ont échoué. Nous allons explorer les vides juridiques qui ont rendu cela possible. Nous allons remettre en question les explications officielles qui ne tiennent pas face aux preuves matérielles. Et nous allons découvrir ce que cette découverte nous dit vraiment sur les systèmes occultes qui opèrent hors de la vue du public. Parce que la vérité est ailleurs. Pas cachée dans des théories du complot ou des spéculations sans fondement, mais cachée dans les failles des systèmes de régulation, dans les documents qui n'existent pas, dans les questions auxquelles les autorités ne peuvent pas répondre. Et quand on commence à chercher dans ces failles,
Quand on commence à poser les bonnes questions, on découvre que la réalité est souvent plus étrange et plus dérangeante que n'importe quelle fiction. Alors reste avec moi. On va plonger dans ce mystère ensemble. On va regarder chaque détail, chaque contradiction, chaque faille du système. Parce que ce qu'on va découvrir pourrait vraiment changer ta façon de voir les systèmes qui contrôlent ce qui arrive à nos corps après la mort. 300 tas de cendres humaines dans le désert du Nevada. Le rapport de police ne tient pas debout. Mais nous allons découvrir pourquoi. Et quand nous le ferons, vous réaliserez que cette découverte n'est que la partie émergée d'un problème beaucoup plus vaste. Car voyez-vous, quand les autorités ont confirmé que ces 300 tas étaient bien des restes humains incinérés, elles ne confirmaient pas seulement une découverte étrange. Elles confirmaient quelque chose qui, techniquement, ne devrait pas être possible. Et c'est là que ce mystère cesse d'être simplement intrigant pour devenir profondément inquiétant. Laissez-moi vous montrer pourquoi. Aux États-Unis, la crémation de restes humains n'est pas comme jeter des ordures. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait juste comme ça et c'est fini. Il existe tout un système, une chaîne de documentation, un processus réglementé de bout en bout. Et ce système a été conçu, spécifiquement, pour empêcher exactement le type de scénario que nous avons trouvé dans ce désert du Nevada. Alors, comment 300 tas de cendres humaines se sont-ils retrouvés là, sans que ce système n'ait laissé la moindre trace? Examinons comment cela fonctionne. Étape par étape. Car une fois qu'on comprend les niveaux de protocole qui devraient exister, l'impossibilité de ce scénario devient limpide. D'abord, la crémation elle-même. Quand quelqu'un meurt aux États-Unis et que la famille choisit la crémation, on ne peut pas simplement emmener le corps n'importe où. Vous devez aller dans une maison funéraire agréée ou un crématorium autorisé. Ces établissements sont enregistrés, inspectés régulièrement. Et chaque crémation qu'ils réalisent doit être documentée. Documentée comment? Avec un certificat de décès. Ce document n'est pas optionnel. Il est obligatoire. Avant qu'un corps ne puisse être incinéré, un médecin ou un légiste doit signer un certificat de décès officiel confirmant l'identité de la personne et la cause du décès. Sans ce certificat, légalement, vous ne pouvez pas procéder à la crémation. Point final. Mais ça ne s'arrête pas là. Une fois que vous avez le certificat de décès, il vous faut une autorisation de crémation. Dans de nombreux États, y compris le Nevada, cela signifie obtenir un permis spécifique auprès des autorités de santé publique. Cette autorisation confirme qu'il n'y a aucune raison légale d'empêcher la crémation, comme des enquêtes criminelles en cours ou des conflits familiaux sur le sort des restes. Et ce n'est pas tout. La maison funéraire doit tenir des registres détaillés. Qui était la personne? Quand a-t-elle été incinérée? Qui a autorisé la crémation? Qui a reçu les cendres? Chacun de ces détails est documenté, archivé et disponible pour inspection par les autorités de l'État. Pensez-y comme une chaîne de traçabilité. Du moment où quelqu'un meurt jusqu'au moment où ses cendres sont remises à la famille, il existe une trace écrite qui suit chaque étape. Et cette trace existe précisément pour garantir que des restes humains ne disparaissent pas, ne soient pas mal identifiés ou éliminés de manière inappropriée. Le système a été créé pour prévenir les abus, pour garantir la dignité, pour s'assurer que lorsqu'une personne meurt, son corps est traité avec respect et conformément à la loi. Ce n'est pas parfait, mais c'est minutieux. Très minutieux. Alors, quand on regarde ces 300 tas de cendres humaines dans le désert du Nevada, la question n'est pas seulement « qui a fait ça ?». La question est « comment cela a-t-il été fait sans générer le moindre document ?» Pensez à l'échelle. 300 personnes, 300 certificats de décès qui devraient exister, 300 autorisations de crémation, 300 registres dans des maisons funéraires, 300 noms, dates, familles. Et ils n'ont rien trouvé. Les autorités ont cherché. Elles ont vérifié les maisons funéraires de la région de Las Vegas, contacté les crématoriums, épluché les registres de l'État. Et elles n'ont pas réussi à relier ces 300 tas à une seule crémation documentée. Ce n'est pas seulement étrange. C'est une impossibilité réglementaire. Car voyez-vous, même si quelqu'un voulait contourner le système, il aurait fallu le faire 300 fois. On ne parle pas d'une erreur administrative isolée. On ne parle pas d'une famille qui a décidé de disperser des cendres dans un endroit non autorisé. On parle de 300 cas distincts où toute la chaîne de documentation a échoué ou n'a jamais existé. Et il y a autre chose. Les cendres ne sont pas arrivées là toutes seules. Quelqu'un les a transportées. Quelqu'un les a déposées à cet endroit précis dans le désert. Et ce « quelqu'un » devait savoir qu'il s'agissait de cendres humaines. Ce n'est pas quelque chose qu'on confond avec autre chose. Alors qui fait ça?
Qui transporte des restes humains incinérés dans le désert sans documentation? Et pourquoi? Les hypothèses commencent à se réduire rapidement. Et aucune n'est rassurante. Tu pourrais te dire, c'est peut-être un crématorium clandestin, quelqu'un qui opère hors du système, qui fait des crémations à bon marché sans les papiers. Mais même ça pose des questions. Comment 300 familles découvrent ce truc clandestin? Comment aucune n'a signalé qu'il manquait les documents? Comment ça a pu fonctionner assez longtemps pour faire 300 cas sans que quelqu'un ne le remarque? Et plus important encore, si c'était une opération illégale essayant d'économiser de l'argent, pourquoi jetteraient-ils les cendres dans le désert? Les cendres humaines ont de la valeur pour les familles. Elles sont généralement remises dans des urnes, conservées, enterrées dans des cimetières ou dispersées dans des lieux significatifs. Jeter 300 ensembles de cendres suggère que personne ne les a réclamées. Personne n'en voulait. Personne ne savait qu'elles existaient. Ce n'est pas juste un défaut de documentation. Il s'agit de 300 personnes dont la mort et la crémation se sont déroulées complètement en dehors de tout système de suivi. Réfléchis à ce que ça veut dire. Tu meurs et tu es incinéré, mais pas de certificat de décès, alors officiellement tu n'as jamais existé. Pas de traces de ta crémation? Ton corps n'a jamais été traité. Tes cendres jetées dans le désert et personne n'en réclame? Aucune preuve que tu as vécu. 300 personnes, effacées du système. Et voilà ce qui me hante. Quand les autorités ont découvert ça en août 2025, elles n'ont pas dit « on a trouvé une opération illégale, on va la fermer ». Elles ont dit « on a trouvé 300 tas de cendres humaines et on n'a aucune idée d'où ça vient ». Des mois ont passé. L'enquête se poursuit. Et jusqu'en janvier 2026, personne n'a pu expliquer comment 300 crémations ont pu avoir lieu sans laisser la moindre trace documentaire. Les protocoles existent. Les lois sont en vigueur. Le système est conçu précisément pour empêcher cela. Et pourtant, nous y sommes, avec des preuves matérielles qui contredisent tout ce que le système devrait garantir. C'est comme trouver une voiture sans plaque d'immatriculation, sans numéro de châssis, sans aucune marque d'identification, garée dans une rue très fréquentée. Techniquement, cette voiture ne devrait pas pouvoir exister. Et pourtant, elle est là, tangible, réelle, défiant les règles qui sont censées rendre son existence impossible. Ces 300 tas, c'est la même chose. Ils ne devraient pas pouvoir exister sans documentation. Mais ils existent. Alors, qu'est-ce qui a échoué? Est-ce le système qui est plus poreux qu'on ne le pense? A-t-il été contourné délibérément? Ou y a-t-il quelque chose dans cette affaire qui ne rentre pas dans les catégories normales que nous utilisons pour comprendre comment les restes humains sont traités et éliminés? Car une chose est sûre, les explications conventionnelles ne fonctionnent pas. Quand vous examinez les protocoles qui devraient être en place, quand vous réalisez combien de niveaux de documentation devraient exister, quand vous reconnaissez que cela s'est produit 300 fois sans laisser de traces, les explications standards ne collent tout simplement pas. Erreur administrative? Pas 300 fois. Opération illégale isolée? Alors où sont les familles qui ont payé pour ces services? Élimination inappropriée par une entreprise de pompes funèbres légitime. Aucune entreprise de pompes funèbres n'a 300 crémations non documentées dans ses registres. Chaque explication simple se heurte à l'impossible. Et c'est pour ça que cette affaire est devenue si dérangeante pour ceux qui regardent vraiment de près. C'est pas juste un mystère, c'est une contradiction systémique. C'est une preuve matérielle qui ne devrait pas exister selon les règles du jeu. Quand ce que vous voyez de vos propres yeux contredit ce que les systèmes officiels disent être possible, l'une de ces deux choses est vraie. Soit vos yeux vous trompent, soit le système ne fonctionne pas comme on vous l'a dit. Et dans ce cas, les autorités ont confirmé ce que les yeux ont vu. Ce sont bien des cendres humaines. 300 tas. Alors le système ne fonctionne pas comme on nous l'a dit? Ou fonctionne-t-il, mais il existe des failles que personne ne veut admettre publiquement? Il existe une troisième possibilité, bien sûr, la plus troublante de toutes. Que ce n'était pas une erreur, que ce n'était pas une faille, que c'était quelque chose de délibéré, quelque chose de systématique, quelque chose qui exigerait non seulement de contourner les protocoles, mais de les contourner de manière cohérente, répétée, assez longtemps pour accumuler 300 cas. Et si c'était délibéré, alors nous devons demander, dans quel but? Au profit de qui? Et combien d'autres cas comme celui-ci existent qui n'ont simplement pas été découverts? Parce que si 300 tas de cendres humaines peuvent apparaître dans le désert du Nevada sans aucune documentation, sans aucun lien avec des entreprises de pompes funèbres, sans aucune explication officielle qui ait du sens,
Alors quoi d'autre se passe hors de la vue du système? Les explications conventionnelles ont échoué. Les protocoles qui devraient rendre cela impossible ont été, d'une certaine manière, complètement contournés ou jamais appliqués. Et les autorités, des mois après la découverte, ne peuvent toujours pas expliquer comment. Alors qu'est-ce qu'il explique? Quels sont les scénarios qui collent vraiment aux preuves que nous avons? Parce qu'il y a un modèle ici. Un modèle qui suggère quelque chose de plus qu'une erreur ou une négligence isolée. Il n'y a que quelques scénarios qui pourraient créer cette situation spécifique. Et quand nous commençons à les explorer, chacun nous emmène plus loin dans un territoire où les réponses officielles commencent à sembler de moins en moins adéquates. Restez avec moi. Parce que ce qui suit n'est pas de la spéculation. C'est une analyse froide des scénarios qui correspondent vraiment aux faits. Et quand vous les examinez un par un, quand vous éliminez les impossibles, ce qui reste, aussi inconfortable soit-il, commence à pointer vers une vérité que personne ne veut affronter. 300 tas. Aucune documentation, aucune explication officielle. Et un silence assourdissant des autorités sur ce qui aurait réellement pu causer cela. Nous allons découvrir pourquoi. Alors nous allons faire ce que tout enquêteur ferait. Nous allons tester chaque scénario, un par rapport aux faits que nous connaissons. Et quand je dis faits, je veux dire ce qui est vérifiable. 300 tas de restes humains incinérés. Désert du Nevada près de Las Vegas. Août 2025. Aucune implication d'agences funéraires identifiées. Ce sont les encres. Tout le reste est hypothèse jusqu'à preuve du contraire. Commençons par l'évidence. Scénario 1. Le dépôt sauvage. Quelqu'un a simplement déversé des cendres humaines dans le désert pour éviter les frais d'un enterrement approprié ou parce qu'il ne voulait pas être découvert. Simple, direct, et à première vue, plausible. Mais voici le problème, le modèle ne colle pas. Nous parlons de 300 tas. Pas un, pas 5, 300. Et pas dispersés au hasard dans le désert, découverts dans une zone spécifique. Ce n'est pas un dépôt fortuit, c'est systématique. Quand quelqu'un fait un dépôt sauvage, surtout de restes humains, le schéma habituel est de minimiser le risque. Vous le faites une fois, peut-être deux. Vous ne retournez pas au même endroit 300 fois, parce que chaque voyage augmente la probabilité d'être vu, attrapé, identifié. Et il y a autre chose. Les restes incinérés ont un poids. Les cendres humaines pèsent généralement entre 2 et 3 kilos. 300 tas signifie 600 à 900 kilos de matière. Ce n'est pas quelque chose que vous transportez dans une valise. C'est de la logistique. C'est de la planification. Ce sont de multiples voyages ou un gros véhicule. Et personne n'a signalé d'activité suspecte constante dans cette zone jusqu'à la découverte en août. Alors, le dépôt sauvage aléatoire? Ça ne marche pas. Ça n'explique pas l'échelle. Ça n'explique pas le motif. Ça n'explique pas l'absence de témoins pendant ce qui aurait été des mois ou des années d'activité. On en élimine un. Passons au scénario 2. Opération de crémation non réglementée. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Car contrairement au déversement sauvage, cela a des précédents. Il existe des cas documentés dans l'industrie funéraire d'opérateurs contournant les réglementations. Crémation non autorisée. Faux documents. Système de traçabilité ignoré. Laissez-moi vous donner le contexte. La crémation est hautement réglementée dans la plupart des États, y compris le Nevada. Il faut une licence. Il faut des certificats de décès. Il faut des autorisations. Et il y a des exigences spécifiques sur la manière dont les restes sont manipulés, stockés et, finalement, inhumés ou dispersés. Tout le processus laisse une trace écrite, délibérément. Parce que nous avons affaire à des restes humains. La traçabilité est la base du système. Mais et si quelqu'un décidait d'opérer en dehors de ce système? Et s'il y avait un crématorium ou plusieurs opérateurs, effectuant des crémations sans la documentation adéquate? Acceptant peut-être des corps sans certificat de décès? Pratiquant peut-être des crémations pour des personnes ne pouvant pas payer les frais funéraires standards? Et ensuite, au lieu de traiter les restes correctement, ils les jetaient simplement dans le désert pour éviter tout traçage. Cela expliquerait l'ampleur. 300 ensembles de restes sur plusieurs mois ou années. Cela expliquerait le caractère systématique. Un site de décharge constant utilisé de manière répétée. Et cela expliquerait l'absence d'implication des pompes funèbres. Car toute l'opération contournerait les canaux légitimes. Et il y a une incitation économique. Une crémation standard via des pompes funèbres coûte entre 1 000 et 3 000 $. Si vous opérez illégalement, vous pouvez facturer la moitié,
empocher le bénéfice et ignorer toutes les exigences réglementaires qui ajoutent des coûts. C'est une proposition lucrative. Surtout dans les zones avec des populations à faible revenu ou sans papier qui pourraient ne pas avoir accès aux services funéraires traditionnels. Donc, cela colle mieux. C'est plausible. Il y a un mobile. Il y a un précédent. Mais il y a encore des problèmes. Premièrement, où est le crématorium? Les autorités n'ont identifié aucune installation de crémation illégale dans la région. Et les crématoriums ne sont pas faciles à cacher. Ils nécessitent un équipement spécialisé. Ils ont besoin de carburant. Ils produisent de la fumée. Ils génèrent du bruit. S'il y avait une opération de cette taille fonctionnant près de Las Vegas, quelqu'un l'aurait remarqué. Deuxièmement, où sont les restes corporels? La crémation n'est pas instantanée. Elle prend 2 à 3 heures à haute température. Et elle laisse plus que de fines cendres. Il y a des fragments d'os. Il y a des résidus métalliques d'implants médicaux, de plombage dentaire, d'articulations artificielles. Ces matériaux ne disparaissent pas. Ils restent mélangés aux cendres. Mais les rapports des autorités ne mentionnent pas avoir trouvé ce type de preuves distinctives dans l'état du désert. Elles sont décrites comme des cendres traitées, ce qui signifie que quelqu'un était déjà passé par l'étape de crémation et de traitement de base. Troisièmement, et c'est crucial, s'il s'agissait d'une opération de crémation illégale, où sont les familles? 300 ensembles de restes signifient 300 personnes décédées. Chacune avait probablement quelqu'un, de la famille, des amis, quelqu'un qui se souciait assez pour organiser la crémation, même par des voies illégales. Et pourtant, il n'y a aucun rapport de personnes disparues correspondant à cette échelle. Certes, il pourrait s'agir d'individus marginalisés, des sans-abri, des immigrants sans papier, mais même ainsi, 300 cas sur 2 ou 3 ans, c'est une anomalie statistique. Cela devrait apparaître quelque part, dans les dossiers hospitaliers, dans les rapports des services sociaux. Alors, une opération de crémation non réglementée? C'est plus solide que le déversement sauvage. Mais cela comporte encore des lacunes importantes. Des lacunes que les autorités ont clairement remarquées, car l'enquête est toujours en cours 6 mois après la découverte. S'il s'agissait simplement d'un crématorium illégal, on aurait déjà eu une résolution. On se serait attendu à des arrestations. On se serait attendu à ce qu'une installation soit identifiée. Ce qui nous amène au scénario 3. Et c'est celui qui correspond le mieux aux preuves. Ce n'est pas une crémation illégale. Ce n'est pas un déversement sauvage, c'est l'exploitation de failles réglementaires. Laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie. Le système réglementaire de la crémation est conçu pour suivre les restes humains du décès jusqu'à leur destination finale. Mais il y a des angles morts. Il y a des zones grises où la surveillance s'affaiblit. Et au fil des ans, nous avons vu des cas, non seulement au Nevada, mais dans plusieurs États, où des opérateurs ont trouvé des moyens d'exploiter ces failles. Par exemple, et cela provient de cas documentés. Parfois, les pompes funèbres reçoivent des restes incinérés d'autres installations. Des restes non réclamés. Des corps provenant de programmes de dons de corps qui ont été incinérés après avoir servi à la recherche médicale ou à l'enseignement. Légalement, ces restes nécessitent toujours une destination finale conforme. Mais les exigences de suivi peuvent être moins strictes que pour les crémations directes, surtout si les restes sont déjà passés par plusieurs institutions. La documentation devient vague. Les registres ne sont pas recoupés. Et soudain, vous avez des restes humains qui sont techniquement entrés dans le système, mais dont la destination finale n'est pas surveillée de près. Ajoutez maintenant la pression économique. Une destination conforme coûte de l'argent. L'inhumation nécessite de l'espace dans un cimetière. La dispersion nécessite le respect des réglementations locales. Le stockage à long terme nécessite de l'espace dans les installations. Si vous êtes un opérateur gérant des centaines d'ensembles de restes non réclamés au fil des ans, que vous faites face à des coûts croissants et que personne ne vérifie activement où finissent ces restes, la tentation de réduire les coûts devient forte. Et voici le point clé. Cela ne nécessite pas une opération de crémation illégale. Cela ne nécessite pas des familles à la recherche d'êtres chers disparus. Cela pourrait impliquer des restes qui étaient déjà dans le système. Légalement incinérés, mais ensuite jetés de manière inappropriée parce que les garde-fous réglementaires ont échoué à suivre la chaîne de traçabilité jusqu'au bout. Cela expliquerait tout. L'échelle. 300 lots sur plusieurs années. Le schéma. Un déversement systématique dans un lieu constant par quelqu'un qui traitait cela comme une routine. L'absence d'implication des pompes funèbres. Parce que ces restes pourraient en provenir de canaux parallèles, des programmes de dons de corps, des restes non réclamés des hôpitaux, des installations de stockage qui avaient besoin de vider leur inventaire, l'absence de personnes portées disparues. Parce que c'étaient des personnes dont la mort était déjà documentée,
Seule la disposition finale de leurs restes a été mal gérée. Et cela expliquerait pourquoi l'enquête prend autant de temps. Parce que ce n'est pas aussi simple que de trouver un crématorium illégal et d'arrêter quelqu'un. C'est démêler un écheveau de conformité réglementaire. C'est retracer la documentation à travers de multiples institutions. C'est essayer de découvrir où, dans la chaîne de traçabilité, la supervision a failli. Et qui a exploité cette faille, ce schéma. Ce schéma spécifique suggère une opération systématique tirant parti des angles morts réglementaires. Ce n'est pas du crime organisé au sens traditionnel. C'est l'exploitation de faiblesses bureaucratiques. Et je vais vous dire pourquoi cela devrait vous inquiéter davantage qu'un simple crématorium illégal. Parce que si c'est ce qui s'est passé, si 300 ensembles de restes humains ont pu être jetés dans le désert parce que des lacunes réglementaires ont permis à quelqu'un d'échapper à la surveillance pendant des années, alors ce n'est pas un problème isolé. C'est un problème systémique. Et le Nevada n'est pas unique. La réglementation de l'industrie funéraire varie considérablement d'un État à l'autre. Certains ont une surveillance stricte, d'autres ont une application minimale. Et dans les failles entre les institutions, entre les programmes de dons de corps et les crématoriums, entre les hôpitaux et les pompes funèbres, entre le stockage à long terme et la disposition finale. Dans ces espaces, la traçabilité s'affaiblit. Et quand la traçabilité s'affaiblit, des opportunités d'exploitation émergent. Alors, quand vous regardez 300 tas de cendres humaines dans le désert du Nevada, vous ne regardez pas seulement un mystère local. Vous regardez la preuve physique de la façon dont les systèmes réglementaires peuvent échouer lorsqu'il y a des lacunes dans la supervision. Vous voyez le résultat d'années de mauvaise gestion potentielle que personne n'a remarqué parce que personne ne regardait assez attentivement. Et voici la question qui devrait vous empêcher de dormir la nuit. Si cela s'est produit au Nevada, si 300 ensembles de restes ont pu finir jetés illégalement parce que les garde-fous réglementaires ont échoué, où cela se produit-il ailleurs? Combien d'autres endroits existent-ils où des restes humains sont mal gérés et nous ne les avons tout simplement pas encore trouvés? Parce qu'il ne s'agit pas d'un mauvais acteur. Il s'agit d'un système avec des failles suffisamment grandes pour permettre que cela se produise pendant des années sans détection. Et c'est ce qui rend ce cas au Nevada si significatif. Ce n'est pas seulement un mystère à résoudre, c'est une fenêtre sur des mécanismes cachés. C'est la preuve physique que les systèmes auxquels nous faisons confiance pour superviser quelque chose d'aussi fondamental que la disposition des restes humains peuvent échouer. Et ont échoué. Mais il ne s'agit pas seulement du Nevada. Il ne s'agit pas seulement de 300 tas dans le désert. Car lorsque vous commencez à tirer sur ce fil, lorsque vous commencez à demander comment les systèmes réglementaires peuvent avoir de telles lacunes, vous découvrez quelque chose de bien plus grand. Vous découvrez que cela fait partie d'un schéma plus large de supervision inadéquate dans l'industrie funéraire. Et les implications s'étendent bien au-delà d'un désert au Nevada. Restez avec moi, car ce qui va suivre vous montrera exactement à quel point ces angles morts réglementaires sont réellement répandus, et pourquoi cela importe pour quiconque devra un jour naviguer dans le système funéraire pour lui-même ou pour un être cher. Car voici ce que j'ai découvert lorsque j'ai commencé à enquêter au-delà du cas du Nevada. Ce n'est pas un problème isolé. Ce n'est pas une anomalie unique propre à un État spécifique. C'est un schéma systémique qui existe dans toute l'industrie funéraire des États-Unis. Et une fois que vous verrez ce schéma, vous ne pourrez plus l'ignorer. L'industrie funéraire aux États-Unis est réglementée État par État. Il n'y a pas d'agence fédérale de supervision. Il n'y a pas de système national de suivi des crémations. Chaque État a ses propres règles, ses propres exigences de documentation, ses propres niveaux de contrôle. Et c'est précisément dans cette fragmentation que les failles existent. Certains États exigent des inspections rigoureuses des crématoriums. D'autres vérifient rarement. Certains États ont des systèmes de suivi numérique pour chaque crémation. D'autres dépendent encore de registres papier qui peuvent être facilement perdus ou modifiés. Certains États imposent de lourdes amendes pour les violations. D'autres ont des pénalités si légères qu'elles deviennent simplement un coût d'exploitation. Ce que cela signifie en pratique, c'est qu'il existe des juridictions où la supervision est si laxiste que des opérations irrégulières peuvent fonctionner pendant des années sans être détectées. Où des crémations peuvent être effectuées sans la documentation adéquate. Où des restes humains peuvent être éliminés de manière qui viole les protocoles sans que personne ne soit tenu pour responsable. Et avant que vous ne pensiez que ce n'est que de la théorie, laissez-moi vous montrer les données. Entre 2015 et 2024, il y a eu au moins 12 cas documentés aux États-Unis de maisons funéraires ou de crématoriums ayant fait l'objet d'enquêtes pour élimination inappropriée de restes humains.
12 cas dont nous avons connaissance. Combien d'autres existent sans jamais avoir été découverts? Au Texas, en 2018, les autorités ont trouvé plus de 40 urnes contenant des cendres non réclamées jetées dans des poubelles derrière une maison funéraire. Au Colorado, en 2020, un exploitant de crématorium a été condamné pour avoir stocké des centaines de corps non incinérés et remis du ciment aux familles au lieu des cendres de leurs proches. En Floride, en 2022, des enquêteurs ont découvert des restes humains éparpillés sur une propriété abandonnée appartenant à une ancienne maison funéraire. Ce sont les cas qui ont été mis au jour. Les cas où quelqu'un a remarqué quelque chose, où quelqu'un a enquêté, où quelqu'un a été tenu responsable. Mais combien de fois cela arrive-t-il sans que personne ne le découvre? Car voici la vérité dérangeante sur l'industrie funéraire. C'est une industrie soumise à des pressions économiques intenses. Les coûts d'exploitation sont élevés. La concurrence peut être féroce, surtout dans les zones urbaines. Et en même temps, les marges bénéficiaires peuvent être serrées. Cela crée des incitations à réduire les coûts, à contourner les protocoles, à faire les choses de la manière la moins chère et non de la manière correcte. Une crémation appropriée prend du temps et consomme de l'énergie. Cela coûte de l'argent d'exploiter un crématorium en conformité avec toutes les réglementations environnementales. Cela coûte de l'argent de tenir une documentation adéquate. Cela coûte de l'argent d'embaucher suffisamment de personnel qualifié. Et lorsque la supervision est faible, lorsque les contrôles sont rares, lorsque les pénalités sont minimes, la tentation de contourner ces coûts devient très réelle. Je ne dis pas que toute l'industrie funéraire est corrompue. La plupart des opérateurs sont des gens honnêtes qui suivent les règles et traitent les restes humains avec dignité. Mais le système a créé des conditions où des opérateurs sans scrupules peuvent exploiter des failles. Et c'est exactement ce que nous voyons au Nevada. 300 tas de cendres humaines dans le désert. Aucune implication identifiée de maison funéraire. Aucune trace de documentation. Cela n'arrive pas dans le vide. Cela arrive parce qu'il existe des angles morts dans le système qui permettent que cela se produise. Pensez-y. Pour que ces 300 crémations aient eu lieu sans documentation adéquate, quelqu'un a dû avoir accès à un crématorium. Quelqu'un a dû avoir les corps à incinérer. Quelqu'un a dû transporter les cendres dans le désert. Et à aucun moment de ce processus, le système de surveillance n'a détecté quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que le système a des failles intégrées. Et voici ce qui est encore plus troublant. Lorsque les autorités du Nevada ont commencé à enquêter, elles n'ont pas immédiatement trouvé de registre correspondant à des personnes disparues. Cela signifie que, probablement, les décès ont été documentés. Les certificats de décès existent probablement. Les familles pensent probablement que leurs proches ont été incinérés et que les cendres ont été traitées correctement. Mais quelque part, entre le décès documenté et l'élimination finale, le système a échoué. Cela révèle quelque chose de fondamental sur le fonctionnement de ces failles systémiques. Ce ne sont pas des échecs évidents. Ce ne sont pas des trous béants où tout s'effondre. Ce sont de petites fissures à chaque étape du processus qui, lorsqu'elles se combinent, permettent à l'impossible de se produire. La surveillance des crématoriums suppose que les maisons funéraires suivent les protocoles. La surveillance des maisons funéraires suppose que les crématoriums respectent les réglementations. Les systèmes de certificats de décès supposent que les restes ont été traités correctement. Chaque partie du système dépend du bon fonctionnement d'une autre partie. Et lorsque plusieurs parties présentent des lacunes, ces lacunes s'alignent pour créer un corridor par lequel des opérations irrégulières peuvent passer sans être détectées. C'est comme ces diagrammes qui montrent les couches de défense dans les systèmes de sécurité. Lorsque vous avez plusieurs couches, chacune avec de petits trous, mais que les trous ne s'alignent pas, le système fonctionne. Mais lorsque les trous de chaque couche s'alignent parfaitement, vous avez un chemin direct à travers tout le système. C'est ce que les experts en sécurité appellent le modèle du fromage suisse. Et c'est exactement ce qui permet à des cas comme celui du Nevada de se produire. Et voici ce qui est vraiment révélateur. Lorsque j'ai commencé cette enquête, lorsque j'ai commencé à poser ces questions sur la façon dont cela pouvait arriver, j'ai rencontré de la résistance. Pas une hostilité ouverte, mais une sorte de malaise institutionnel. Comme si ces questions ne devaient pas être posées. Comme si remettre le système en question était, d'une certaine manière, irrespectueux envers les professionnels de l'industrie. Mais poser des questions n'est pas un manque de respect. Questionner quand les faits n'ont pas de sens n'est pas du complotisme. C'est de l'investigation. C'est ainsi que nous découvrons des vérités qui sont cachées à la vue de tous. Et la vérité ici est qu'il existe une faille systémique dans la façon dont nous surveillons l'industrie funéraire. Une faille qui permet à des opérations irrégulières d'exister.
Une faille qui a permis à 300 tas de cendres humaines de finir dans un désert sans explication. Cela vous concerne. Cela concerne toute personne qui devra un jour prendre des décisions concernant les soins funéraires d'un être cher. Parce que lorsque vous arrivez à ce moment-là, lorsque vous êtes en deuil et vulnérable et que vous essayez de faire ce qu'il faut, vous supposez que le système fonctionne. Vous supposez que les réglementations sont respectées. Vous supposez qu'il y a une surveillance pour garantir que les restes de votre être cher seront traités avec dignité. Mais maintenant, tu sais que cette hypothèse n'est pas toujours garantie. Tu sais qu'il existe des angles morts. Tu sais que, dans certaines juridictions, sous certaines conditions, des choses qui ne devraient pas être possibles peuvent se produire. Et ce savoir, bien qu'inconfortable, est un pouvoir. Car lorsque tu comprends comment le système fonctionne, lorsque tu comprends où se trouvent les failles, tu peux poser de meilleures questions. Tu peux exiger une meilleure documentation. Tu peux vérifier les accréditations et les licences. Tu peux te protéger, toi et tes proches. Et cela va bien au-delà de l'industrie funéraire. Ce schéma de vide juridique, de surveillance fragmentée, d'incitation économique qui crée la tentation de contourner les protocoles, ce schéma existe dans de nombreuses industries, dans de nombreux systèmes. Chaque fois qu'il y a une réglementation complexe, une surveillance décentralisée et des pressions économiques, il y a un potentiel pour que ces failles existent. Comprendre cela, ce n'est pas de la paranoïa. C'est de la lucidité systémique. C'est reconnaître que les systèmes sont créés par des humains, gérés par des humains, et sujets aux erreurs humaines. Et quand tu arrives à voir les schémas, quand tu arrives à reconnaître comment ces erreurs se manifestent, tu deviens capable de naviguer dans le monde les yeux grands ouverts. Le cas du Nevada n'est pas seulement un mystère à résoudre. C'est une fenêtre sur un problème systémique plus vaste. C'est la preuve que lorsque les faits n'ont aucun sens, lorsque quelque chose semble impossible selon les règles officielles, c'est souvent parce qu'il existe des mécanismes cachés que les règles officielles ne prennent pas en compte. Et la seule façon de découvrir ces mécanismes est de poser des questions, d'enquêter sur les contradictions et de refuser d'accepter des explications qui ne correspondent pas aux preuves. C'est ça, remettre en question l'autorité de manière constructive. Ce n'est pas rejeter toutes les institutions. C'est reconnaître que les institutions sont imparfaites. C'est exiger qu'elles fonctionnent mieux. C'est utiliser l'esprit critique pour identifier où les systèmes échouent et pourquoi. Et quand tu fais cela, quand tu appliques cet état d'esprit d'investigation à d'autres aspects de ta vie, tu commences à voir des schémas partout. Tu commences à reconnaître quand les récits officiels ne correspondent pas à la réalité observable. Tu commences à poser de meilleures questions. Et cela, au final, est libérateur. Parce que la vérité vaut toujours mieux que l'illusion confortable. Même quand la vérité est dérangeante. Même quand elle révèle des failles systémiques que nous préférerions ignorer. Car ce n'est qu'en comprenant comment les choses fonctionnent vraiment que tu peux naviguer efficacement à travers elles. Ce n'est qu'en voyant les mécanismes cachés que tu peux te protéger de leurs effets. 300 tas de cendres humaines dans le désert du Nevada. Aucune explication officielle qui tienne la route. Mais maintenant, tu comprends pourquoi. Tu comprends les failles systémiques qui rendent cela possible. Tu comprends les incitations économiques qui créent la tentation. Tu comprends le modèle du fromage suisse qui permet à l'impossible de se produire. Et cette compréhension ne s'arrête pas là. Car ce schéma, cette structure de la faillite des systèmes et du fonctionnement des mécanismes cachés, s'applique beaucoup plus largement. C'est partout, une fois que tu apprends à le voir. Et apprendre à le voir est la première étape pour naviguer dans le monde avec une véritable clarté. Reste avec moi. Parce que ce que cela signifie vraiment pour toi, pour ta vie, pour la façon dont tu navigues dans des systèmes complexes, c'est ce que nous allons explorer ensuite. Et c'est là que tout cela devient personnellement puissant. Et c'est ici que cela devient personnel. C'est ici que tu sors de la théorie pour entrer dans ta propre vie. Car ce que nous venons de dévoiler sur le désert du Nevada n'est pas juste une histoire fascinante à raconter. C'est un outil. C'est une façon de voir le monde qui change tout. Sois honnête avec moi. Quand je suis tombé sur cette histoire pour la première fois, ces 300 tas de cendres dans le désert près de Las Vegas, découverts en août 2025, j'ai pensé la même chose que tout le monde. Il y a sûrement une explication. Les autorités savent. Quelqu'un a déjà réglé ça. Et puis j'ai commencé à creuser. Il n'y avait aucune explication qui tenait debout. Pas de funérarium, pas de papier. Juste un vide énorme là où il devrait y avoir des réponses. Et sais-tu ce que j'ai réalisé? Ce qui m'a vraiment choqué, ce n'était pas que le mystère existe. C'était que j'avais supposé que quelqu'un avait les réponses. J'avais cru que le système fonctionnait. J'avais cru que si 300 tas de restes humains apparaissaient dans le désert,
Quelqu'un au pouvoir saurait pourquoi. Mais personne ne savait. Ou alors il savait et ne le disait pas. Et ça, ce moment de prise de conscience, a changé quelque chose en moi. Parce que j'ai réalisé que je vivais avec une hypothèse fondamentale qui n'était pas vraie. L'hypothèse que les systèmes officiels, les récits établis, les explications des autorités étaient complets. Que si quelque chose d'important se produisait, les bonnes personnes seraient sur le coup. Que la vérité ferait surface naturellement. Le Nevada a prouvé que c'était faux, et je parie que tu sais de quoi je parle. Je parie que tu as vécu ça. Des moments où quelque chose n'allait pas, où l'explication officielle semblait bizarrement incomplète, où tu posais une question simple et recevais des réponses compliquées et évasives qui n'expliquaient rien vraiment, où tu sentais au fond de toi cette petite voix qui disait « ça n'a pas de sens ». Et après, tu as probablement fait ce que tout le monde fait. Tu as rangé ce sentiment. Tu t'es dit « bon, ils en savent plus que moi. Ce sont les experts, ce sont les autorités. Qui je suis pour remettre ça en question ?» Et tu as continué. Parce que c'est facile. Parce que poser des questions, c'est inconfortable. Parce qu'admettre que les discours officiels peuvent être faux signifie que tu dois te donner la peine de trouver la vérité toi-même. Mais voici ce que l'affaire du Nevada t'enseigne. Et c'est libérateur. C'est vraiment libérateur. Ton instinct était juste. Cette voix obstinée dans ta tête qui disait « ça n'a aucun sens », elle avait raison. Tu n'étais pas difficile. Tu n'étais pas paranoïaque. Tu n'inventais rien. Tu voyais une vraie contradiction. Tu remarquais que la réalité, la preuve concrète devant toi, ne correspondait pas au discours qu'on te vendait. Et c'est une compétence extrêmement précieuse. C'est la capacité de voir les mécanismes cachés, de reconnaître quand les systèmes défaillent, d'identifier les écarts entre ce qui devrait se passer et ce qui se passe réellement. Réfléchis à ce que ça veut dire pour ta vie. Combien de fois on t'a dit de faire confiance à des systèmes qui ne t'aident pas vraiment ? Combien de fois on t'a dit que si tu bossais dur, tu serais récompensé, pour découvrir après que les mecs en haut jouaient avec d'autres règles? Combien de fois tu as cru en des institutions qui avaient des priorités complètement différentes de ce qu'elles racontaient? Le schéma est le même. Le discours officiel dit une chose. La réalité vécue en montre une autre. Et quand tu remarques la contradiction, quand tu pointes l'écart, on te dit que tu as tort, que tu ne comprends pas, que c'est plus compliqué que ça, que tu dois faire confiance au processus. Mais le Nevada te montre que tu n'as pas tort. Il te montre que les contradictions sont réelles, que les mécanismes cachés existent, que les failles dans les systèmes sont authentiques et significatives. Et c'est une source de force incroyable. Parce que cela signifie que tu peux faire confiance à tes propres observations. Tu peux faire confiance à ta capacité de reconnaître quand quelque chose ne tient pas debout. Tu n'as pas besoin de la permission d'une autorité pour remarquer que les preuves ne correspondent pas à l'explication. Tu n'as pas besoin d'un expert pour valider que ta question est légitime. Tu as des yeux. Tu as un cerveau. Tu peux comparer ce qu'on te raconte avec ce que tu vois vraiment. Et quand il y a un vide, quand il y a une contradiction, quand les choses n'ont pas de sens, tu peux t'y fier. Tu peux agir là-dessus. Tu peux creuser plus sans te sentir mal d'avoir des questions. C'est particulièrement puissant si tu viens de situations où l'on t'a appris à te méfier de tes propres perceptions. Si tu as grandi dans des environnements où le questionnement était puni, si tu as vécu des expériences où tes observations valables ont été rejetées ou ridiculisées, si tu as survécu à un traumatisme qui t'a fait douter de ta propre capacité à évaluer la réalité avec précision, l'affaire du Nevada est une validation externe. C'est une preuve concrète que oui, parfois les récits officiels sont incomplets. Oui, parfois les autorités n'ont pas de réponse. Oui, parfois le système échoue de manière fondamentale. Et quand tu remarques ces failles, tu ne te fais pas des idées. Tu vois clair. Et voir clair est la première étape pour naviguer efficacement. Car tu ne peux pas naviguer dans un système que tu ne comprends pas. Tu ne peux pas te protéger de mécanismes que tu ne reconnais pas. Tu ne peux pas prendre de décisions éclairées lorsque tu opères sous de fausses hypothèses sur le fonctionnement réel des choses. Mais quand tu commences à voir les mécanismes cachés, quand tu commences à reconnaître les modèles, quand tu t'entraînes à remarquer les contradictions et à les étudier au lieu de les ignorer, tu gagnes quelque chose de précieux. Tu gagnes en autonomie. Tu gagnes la capacité d'opérer avec une compréhension plus précise de la réalité. Tu acquiers le pouvoir de faire des choix basés sur ce qui est réellement vrai, et non sur ce qu'on t'a dit être vrai. Et ce n'est pas de la paranoïa. Ce n'est pas du cynisme. Ce n'est pas supposer que tout est une conspiration, ou qu'on ne peut faire confiance à personne. C'est simplement reconnaître que les systèmes sont imparfaits,
que les institutions ont des angles morts, que les récits officiels sont souvent incomplets, et que tu as autant le droit que n'importe qui d'autre de remarquer quand les choses n'ont pas de sens et de poser des questions à ce sujet. L'affaire du Nevada ne t'apprend pas à te méfier de tout. Elle t'apprend à vérifier. Elle t'apprend que lorsque quelque chose semble louche, c'est probablement louche. Elle t'apprend que ta curiosité n'est pas un défaut, c'est un atout. Elle t'apprend que poser des questions n'est pas un manque de respect, c'est un devoir de vigilance. Et quand tu internalises cette leçon, quand tu la laisses vraiment entrer, quelque chose change. Il ne s'agit plus de ce cas spécifique dans le désert du Nevada. Il s'agit de savoir comment naviguer dans la vie, de savoir comment évaluer l'information, de savoir comment prendre des décisions, de savoir comment te protéger, toi et ceux que tu aimes, en reconnaissant quand les systèmes censés vous garder en sécurité présentent des failles. C'est personnellement puissant parce que cela te rend quelque chose qu'on t'a peut-être enlevé. La confiance en tes propres perceptions. La volonté de poser des questions difficiles. Le courage de remarquer les contradictions et d'insister pour obtenir de vraies réponses. La compréhension que si l'explication officielle n'explique pas les preuves physiques, alors l'explication officielle est incomplète. Peu importe l'autorité avec laquelle elle est présentée. Et peut-être que cela résonne particulièrement si ta vie a impliqué de surmonter l'adversité. Car survivre à un traumatisme te donne souvent quelque chose d'unique. La capacité de voir au-delà des apparences. Quand tu as été forcé de naviguer dans des situations où l'apparence superficielle et la réalité sous-jacente étaient en désaccord flagrant, tu as développé une sensibilité aux contradictions. Tu as développé un radar pour détecter quand les choses ne sont pas ce qu'elles prétendent être. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est un outil de survie qui devient un outil de navigation. Et des cas comme celui du Nevada valident cet outil. Il te montre que ta sensibilité aux incohérences n'est pas un traumatisme mal adapté. C'est une perception aiguisée, et c'est utile. Car voici la vérité. Le monde est plein de mystères comme ces 300 tas dans le désert. Plein de situations où le récit officiel et les preuves physiques ne correspondent pas. Plein de mécanismes cachés, de failles systémiques et de contradictions non résolues. Et la plupart des gens traversent la vie sans jamais vraiment les remarquer, car on leur a appris à ne pas remettre en question, à ne pas creuser, à ne pas insister pour que les explications expliquent réellement. Mais tu n'as pas à être comme la majorité des gens. Tu peux être quelqu'un qui remarque, qui questionne, qui enquête, qui insiste pour obtenir des réponses qui ont vraiment du sens, qui reconnaît quand des mécanismes cachés sont à l'œuvre et ajuste le cap en conséquence. Et quand tu fais cela, quand tu appliques ce regard d'investigation critique à ta propre vie, tu ne deviens pas paranoïaque ou cynique. Tu deviens efficace. Tu deviens difficile à tromper. Tu deviens quelqu'un qui opère avec une compréhension plus claire de la réalité. Tu retrouves ton pouvoir d'agir. Le désert du Nevada n'est pas seulement une histoire de cendres humaines et de protocoles défaillants. C'est une histoire sur ce qui se passe quand tu te donnes la permission de remarquer les contradictions et de les suivre, où qu'elles mènent. C'est une histoire sur le pouvoir de remettre en question les récits officiels lorsqu'ils ne correspondent pas aux preuves physiques. C'est une histoire sur la découverte que tes perceptions sont valides, même lorsqu'elles contredisent les autorités établies. Et cette histoire, cette leçon, t'appartient désormais. Tu peux l'emporter avec toi. Tu peux l'appliquer à chaque système dans lequel tu navigues, chaque institution avec laquelle tu interagis, chaque situation où le récit officiel semble étrangement déconnecté de la réalité vécue. Tu n'as pas besoin d'être enquêteur professionnel. Tu n'as pas besoin d'accès spécial. Tu n'as pas besoin de permission. Tu dois juste être prêt à remarquer quand les choses n'ont pas de sens et à prendre ça au sérieux. Tu dois juste croire que si quelque chose semble louche, c'est probablement louche. Tu dois juste t'autoriser à poser les questions difficiles et refuser les fausses réponses. Car c'est ainsi que les mécanismes cachés deviennent visibles. C'est ainsi que les contradictions systémiques sont exposées. C'est ainsi que tu passes du statut de celui qui subit les événements à celui qui comprend comment les choses se passent et peut naviguer en conséquence. Et c'est libérateur. Véritablement libérateur. Parce que cela signifie que tu n'es pas impuissant. Tu n'es pas à la merci de systèmes que tu ne comprends pas. Tu n'es pas obligé d'accepter des explications qui n'expliquent rien. Tu as la capacité de voir plus clairement, de comprendre plus profondément, d'agir avec plus d'autonomie. Le cas du Nevada t'offre ce cadeau. Il prouve que questionner en vaut la peine. Il prouve que les contradictions sont réelles. Il prouve que tu peux faire confiance à tes observations. Il prouve que voir les mécanismes cachés est possible et précieux. Et cela change tout. Pas seulement ta façon de penser à ce mystère spécifique,
mais ta façon de naviguer dans chaque aspect de ta vie, où la réalité et le récit ne s'alignent pas parfaitement. Mais la compréhension individuelle, aussi puissante soit-elle, n'est que le début. Car quand tu commences à voir ces schémas, quand tu commences à reconnaître ces contradictions systémiques, tu réalises quelque chose d'encore plus grand. Tu réalises que tu n'es pas seul, que d'autres personnes remarquent les mêmes choses, que ces failles dans les systèmes ne t'affectent pas seulement toi, elles nous affectent tous. Et cela soulève une question complètement différente. Une question sur ce qui se passe quand ce n'est pas seulement une personne qui voit clair, mais beaucoup. Ce qui se passe quand la conscience devient collective. Et c'est là que cette histoire nous mène ensuite. Car lorsque nous commençons à voir clair, lorsque nous commençons à reconnaître ces schémas systémiques, nous ne découvrons pas seulement une vérité sur un cas au Nevada. Nous découvrons une vérité sur le fonctionnement des systèmes. Et, plus important encore, nous découvrons une vérité sur nous-mêmes. Sur notre capacité à remettre en question, à enquêter, à ne pas accepter d'explications qui n'ont pas de sens. Et c'est là que cette histoire devient vraiment puissante. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de toi. Il ne s'agit pas seulement de moi. Il s'agit de nous tous. De tous ceux qui ont un jour regardé une situation et pensé « ça n'a pas de sens ». De tous ceux qui ont un jour remis en question un récit officiel et ont été ignorés. De tous ceux qui ont un jour senti que quelque chose n'allait pas, mais ne parvenaient pas à exprimer exactement quoi. 300 tas de cendres humaines dans le désert du Nevada ne sont pas seulement un mystère, c'est un symbole. Un symbole de toutes les fois où les systèmes échouent et où les explications officielles ne suffisent pas à expliquer la réalité. C'est un rappel que notre intuition compte, que nos questions comptent, que notre refus d'accepter des réponses insatisfaisantes compte. Au cours de cette enquête, nous avons fait quelque chose que beaucoup de gens ont peur de faire. Nous avons commencé par une anomalie factuelle. 300 tas de cendres humaines dans un endroit où il ne devrait pas être. Et au lieu d'accepter simplement que c'est bizarre et de passer à autre chose, nous nous sommes attardés sur cette étrangeté. Nous avons enquêté. Nous avons demandé « pourquoi ?» Et puis nous avons demandé « pourquoi ?» Encore une fois. Nous avons examiné les protocoles standards. Nous avons découvert que les crématoriums doivent tout documenter, que les pompes funèbres doivent suivre des procédures rigoureuses, qu'il existe des systèmes spécifiques conçus précisément pour prévenir ce genre de situation. Et puis, nous nous sommes heurtés à la contradiction. Si ces systèmes existent, si ces garde-fous sont en place, alors comment cela a-t-il pu arriver? Nous ne nous sommes pas contentés d'accepter « nous ne savons pas » comme réponse. Nous avons exploré des explications alternatives. Nous les avons confrontées aux preuves. Nous avons éliminé celles qui ne collaient pas. Et nous sommes parvenus à une compréhension qui va bien au-delà du cas spécifique du Nevada. Nous avons compris qu'il existe des failles systémiques, des trous dans la surveillance, des angles morts réglementaires où des choses qui ne devraient pas arriver peuvent, en fait, se produire. Et cette compréhension n'est pas seulement académique. Ce n'est pas juste intéressant. C'est du pouvoir. C'est le pouvoir de voir au-delà des récits officiels défaillants. C'est le pouvoir de reconnaître quand un système ne fonctionne pas comme il le devrait. C'est le pouvoir de ne pas se laisser duper par des explications superficielles qui ne résistent pas à un examen minutieux. Pense à ce que cela signifie. Combien de fois dans ta vie as-tu été confronté à quelque chose qui n'avait aucun sens? Combien de fois t'a-t-on dit « c'est comme ça » alors que tu sentais qu'il y avait autre chose à découvrir? Combien de fois as-tu posé des questions et as-tu été ignoré? Ce cas du Nevada valide toutes ces fois-là. Il valide ton intuition. Il valide tes questions. Il valide ton refus d'accepter des explications inadéquates. Car voici la vérité. Quand les systèmes échouent, quand les récits officiels ne parviennent pas à expliquer les preuves physiques, tes soupçons ne sont pas de la paranoïa. C'est de l'esprit critique. C'est une enquête légitime. C'est la seule façon d'arriver à la vérité. Et voici ce qui est encore plus puissant. Tu n'es pas seul dans tout ça. Partout dans le monde, des gens font la même chose. Ils remarquent les contradictions. Ils posent les questions difficiles. Ils refusent les explications qui ne tiennent pas. Et quand on le fait collectivement, quand on partage ce qu'on découvre et on se valide mutuellement, on crée quelque chose d'extraordinaire. On crée une conscience collective. Une manière commune de voir à travers les systèmes qui s'effondrent. 300 tas de cendres humaines ont été découverts en août 2025. 6 mois plus tard, en janvier 2026, l'enquête est toujours en cours. Nous n'avons pas encore toutes les réponses. Il se peut que nous n'ayons jamais toutes les réponses. Mais cela n'a pas autant d'importance que tu pourrais le penser.
Parce que ce que nous avons déjà accompli est extraordinaire. Nous avons réussi à prendre un mystère déconcertant et à le transformer en opportunité de compréhension. Nous avons réussi à identifier les failles systémiques spécifiques qui ont permis à cela d'arriver. Nous avons réussi à valider que, lorsque les explications officielles échouent, il est légitime et nécessaire de continuer à enquêter. Et nous avons réussi à reconnaître que cette capacité d'enquête, ce refus d'accepter des récits insatisfaisants, est un outil puissant que nous possédons tous. C'est ça, la véritable libération par la vérité. Il ne s'agit pas d'avoir toutes les réponses. Il s'agit de reconnaître que tu as le droit et la capacité de poser les questions. Il s'agit de comprendre que les systèmes ne sont pas parfaits, qu'ils ont des défauts, et que c'est en identifiant ces défauts que nous pouvons exiger mieux. Il s'agit de savoir que ton intuition, ton observation attentive, ton refus d'accepter des explications superficielles, tout cela a une valeur réelle. Quand tu remets en question un discours officiel qui ne tient pas debout, tu n'es pas difficile. Tu fais une enquête valable. Quand tu remarques les contradictions dans les systèmes, tu n'es pas cynique. Tu vois clair. Quand tu refuses d'accepter les explications qui ne résistent pas à la critique, tu n'es pas têtu. Tu es rigoureux. Et ça compte. Ça compte parce que les systèmes ne s'améliorent que quand on les remet en question. Ça compte parce que les failles ne se réparent que quand on les expose. Ça compte parce que la vérité n'émerge que quand les gens refusent les discours qui ne tiennent pas. Le cas du Nevada n'est qu'un exemple. Il y en a d'innombrables autres. Il y a des mystères partout, des situations où les explications officielles ne tiennent pas debout, où les systèmes ont échoué d'une manière qui doit être examinée. Et maintenant, tu as une méthodologie, tu as une façon d'aborder ces situations. Commence par les faits. Que savons-nous avec certitude? Dans le cas du Nevada, nous savons que 300 tas de cendres humaines ont été trouvés. Nous savons que les autorités ont confirmé qu'il s'agit de restes humains. Nous savons qu'aucune implication de pompe funèbre n'a été identifiée. Ce sont des faits solides. Ensuite, examine les systèmes concernés. Quel protocole aurait dû empêcher cela? Dans le cas du Nevada, les protocoles de crémation et les réglementations funéraires sont clairs. Il y a une documentation obligatoire. Il y a des exigences de surveillance. Ces systèmes existent. Enfin, identifie la contradiction. Si les systèmes existent et que les faits sont ce qu'ils sont, alors il y a une faille. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme il le devrait. C'est dans cette faille que se cache la vérité. Enfin, examinez cette lacune. Non pas avec des théories du complot, non pas avec des spéculations hasardeuses, mais avec des questions prudentes et une analyse rigoureuse. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette lacune? Quelles explications concordent avec l'ensemble des preuves disponibles? Où se situe la faille systémique qui a permis cela? Cette méthodologie fonctionne. Pas seulement pour des mystères comme celui du Nevada, mais pour toute situation où les versions officielles ne tiennent pas la route. Et lorsque nous appliquons cette méthodologie collectivement, lorsque nous partageons nos découvertes et validons nos observations mutuelles, nous devenons extraordinairement puissants. Car voici ce que les systèmes ne veulent pas que vous sachiez. L'information dissimulée peut être mise au jour. Les failles réglementaires peuvent être exposées. Les versions officielles défaillantes peuvent être remises en question. Et quand elles le sont, quand les gens refusent d'accepter des explications inadéquates, les systèmes sont contraints de répondre. Ils sont contraints de s'améliorer. Ils sont contraints à la transparence. Continue à poser les questions. Continue à enquêter. Continue à rejeter les fausses réponses, parce que c'est comme ça que la vérité sort. C'est comme ça qu'on construit un monde où les discours officiels doivent tenir debout, où les contrôles fonctionnent vraiment, où les failles sont trouvées et réparées. La vérité est ailleurs. Et maintenant, tu sais comment la trouver.